Ok, ça tourne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au 13e jour du Monk Mode aujourd'hui et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de pas m'épar. Ok, ça commence bien. On est au 13e jour du Monk Mode aujourd'hui. Tout se passe bien, tout se passe vraiment bien, tout se passe même trop bien. On va en reparler. Je suis toujours un petit peu suspect lorsque ça se passe, lorsque tout roule. Je me dis, ah, c'est quoi la douille en fait? Elle arrive quand la douille aussi? C'est pas c'est quoi la douille, c'est elle arrive quand la douille? Bref, en ce moment ça se passe bien pour moi. Je ressens les effets positifs du monk mode, on va dire, avec la productivité, avec le fait que je me sens calme, je me sens reposé, je me sens pas distrait aussi. Et globalement, je me sens bien. J'apprécie plus aussi ma présence avec moi-même, ce qui est un objectif aussi de ce monk mode. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que parfois j'ai du mal à apprécier ma solitude lorsque je passe beaucoup de temps avec d'autres personnes. Ça me paraît bizarre de repasser du temps seul, mais là c'est bon, c'est pleinement passé et en même temps j'ai pas trop de, je me sens pas seul parce que je vais à la salle le soir et le fait de pouvoir me dire que je vais croiser du monde de 19h à 21h par exemple, ça me suffit. En fait, j'ai pas besoin de voir 10 000 personnes dans la journée, j'ai plus besoin de voir 10 000 personnes dans la journée, en tout cas pas à cette période-là, pas dans cette période de ma vie et, euh, et tout se passe bien en fait. Et justement, je voulais vous parler de trois mots que je vous ai mis dans le titre peut-être déjà, de trois mots qui sont extrêmement importants pour moi, que j'essaye d'appliquer que j'essaie d'appliquer tout le temps dans ma vie, mais surtout en période de monk mode, parce que j'ai remarqué que, vous savez un petit peu là, si on imagine la potion magique dans Astérix Obélix, on ne sait pas ce qu'il y a dans la potion magique d'Astérix Obélix, on sait juste que ça donne des super pouvoirs. Moi, de mon côté, si je pouvais créer une formule d'une potion magique, je mettrais ces trois mots en fait. Et je suis sûr que n'importe quelle personne qui arrive à appliquer ces trois mots dans sa vie, ça fera l'effet d'une potion magique. Ce sera un changement qui sera brutal, visible, un changement, un réel changement que cette personne verra dans à la fois sa productivité et son bien-être. Donc on va parler de ces trois mots aujourd'hui. On va parler donc de gratitude, de patience et d'humilité, parce que ce sont trois mots qui sont extrêmement importants pour moi. Je pense que si je devais me faire tatouer des mots sur mon bras, parce que si je me fais tatouer, ça commencera par le bras. C'est une réflexion que j'ai déjà eue avec moi-même, c'est une pensée que j'ai déjà eue. Et je pense que ce serait vraiment ces trois mots, parce que j'aimerais les avoir tout le temps en vision et trouver un moyen de... Enfin, c'est des mots tellement importants pour moi que je serais capable de me les faire tatouer à l'encre sur le bras. Et donc, je vais pas vous faire un truc un petit peu chiant d'exposer où je vais vous parler de l'étymologie de chacun des mots, etc. Je pense que je vais juste vous dire ce que ça représente pour moi. En sortant des exemples que l'on donne habituellement lorsqu'on parle de patience, de gratitude et d'humilité, mais juste de vous donner mes termes à moi, de vous en parler avec mes mots à moi, je pense que ça pourra vous parler plus. Donc, ces trois mots, on va dire que la première fois que je les ai entendus de la bouche de quelqu'un, c'était un entrepreneur qui s'appelait Gary Vee, qui était très populaire il y a quelques années, qui l'est moins maintenant, malheureusement, même si, je pense que c'est le cycle des choses aussi, chacun a sa période de popularité, je pense que la popularité ça dure jamais longtemps, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé à mes débuts sur YouTube, parce que justement il donnait des principes nouveaux, et il faisait en sorte, pour ceux qui le connaissent vous saurez de quoi je parle, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement fort pour vous bouger à faire quelque chose, même si vous avez peur de le faire. En gros, de ne pas avoir peur du regard des autres. Et ça, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs démarrages possibles pour aider une personne à démarrer. C'est la meilleure chose possible à faire. C'est de lui enlever la peur du regard des autres. Parce que si on vous enlève ça, vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous n'avez pas de barrière, en fait, à part vous-même. C'est la dernière barrière qui reste à franchir. Mais déjà, si on arrive à franchir la barrière de j'ai peur de ce que va en penser telle personne de ma famille, de mon entourage ou même un inconnu. Parfois, c'est les réactions des inconnus qui nous font peur. Si on arrive à enlever ça, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé à mes débuts et je sais que dans beaucoup de ses vidéos, il parlait toujours des mêmes principes. C'était gratitude, humilité et patience. Alors, il parlait d'autres mots en particulier, mais je trouve que ces trois-là vont très bien ensemble. Et j'ai remarqué que moi, dans ma vie, à chaque fois que j'ai failli à un de ces trois principes, je me sentais soit moins bien, soit moins productif. Et je mets les deux en même temps parce que pour moi, c'est très difficile d'être productif dans sa vie et d'être heureux. Et c'était d'ailleurs Cyrus North, le seul influenceur que j'ai vu en parler sur YouTube. Enfin, c'était sur Instagram en l'occurrence, mais c'était le seul YouTuber que j'ai vu parler de ce sujet. C'est la différence qu'il y a entre le succès que l'on ressent, le succès que l'on a dans notre vie et notre bien-être dans la vie
personnel. En gros, à quel point les gens sous-estiment à quel point parfois avoir du succès dans la vie pro, ça peut avoir des conséquences sur notre vie perso. Parce que les gens n'estiment même pas, n'arrivent même pas à imaginer les efforts qu'il faut faire pour être quelqu'un de compétitif et quelqu'un qui réussit beaucoup dans sa vie pro. Et se demandent pourquoi parfois certaines personnes qui sont au top dans leur sport ou dans leur carrière ont des gros problèmes dans leur vie perso. Parce qu'il y a un énorme décalage qui a besoin de se faire. Faut faire tellement d'efforts dans sa vie pro que parfois les personnes qui ont du succès dans ce domaine-là ont des problèmes sentimentaux, ont des problèmes personnels, ont des problèmes de syndrome de l'imposteur ou même des problèmes juste de ne pas arriver à communiquer et à se sentir, à être juste tranquille dans leur vie pro. Parce que ça demande un état d'esprit qui est tellement prenant et taxant mentalement que, bref, ça crée beaucoup de problèmes en fait. Et je pense que beaucoup de personnes ont du mal à prendre conscience de ça, à prendre conscience que lorsque nous, on voit une personne réussir dans sa carrière et une personne réussir dans un domaine en particulier, on se dit waouh, elle doit être tellement heureuse, alors qu'en réalité, pour en avoir connu certaines et pour l'avoir expérimenté à mon échelle à certains moments de ma vie, c'était pas les moments où j'étais le plus productif que j'étais le plus heureux. C'était pas les moments où j'avais le plus de succès professionnel que j'étais le plus heureux. Parce que ça demande, c'est vraiment deux sports complètement différents. D'être heureux dans sa vie pro et heureux dans sa vie perso, c'est des comportements complètement différents qu'il faut avoir. Je dirais que pour réussir dans sa vie pro, c'est productivité, régularité, discipline, effort en fait. Et pour sa vie perso, c'est l'inverse. C'est prendre du temps, c'est faire des choses qui n'ont pas de rendement productif, qui vont pas augmenter notre productivité. C'est passer des moments avec des amis alors que c'est pas forcément des moments productifs, on va pas forcément apprendre grand chose. C'est vraiment deux sports complètement différents. Et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir les deux en même temps, d'avoir sa vie pro et sa vie perso qui marchent bien en même temps, dans lesquels on a l'impression d'être au max en même temps. Je pense pas d'ailleurs que ce soit possible. C'est pour ça que moi, je fonctionne en termes de saison et en termes de période. Période vie pro, période vie perso. Moi, j'ai compris, je pense, avec le temps, que je pouvais pas avoir les deux en même temps au max. Donc maintenant, je choisis, en fonction des saisons dans lesquelles je suis, quelle priorité je mets dans quelle pièce je mets dans quel domaine, on va dire. Sur quel domaine je mets mes priorités. Mais du coup, pour revenir à ces trois mots, gratitude, humilité, patience, je sais que les moments où je me sentais à la fois productif et heureux, c'était des moments où j'appliquais ces trois mots en même temps. C'est des moments où je respectais ces trois mots. Je pense que c'est des mots qui sont tellement importants qu'il faut les respecter. Et que si on ne les respecte pas, il y aura des conséquences, qu'elles soient sur notre productivité ou notre humeur générale, notre bien-être. Et on va commencer par le plus évident de tous, qui est l'humilité. Vous avez sûrement déjà en tête une personne qui manque d'humilité. Parce que je pense qu'on a tous un cas dans notre famille, par exemple, ou un cas au travail, ou un cas au sport. On connaît tous une personne qui manque d'humilité. Et on se demande parfois quand est-ce que la vie va la frapper, en fait. Quand est-ce que cette personne va être plus humble. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que toute personne qui manque d'humilité va se faire humilier. Et sans vouloir porter l'œil à des personnes, juste si on prend notre exemple à nous, je pense que vous avez tous ici un exemple d'un moment où vous n'avez pas été humble et que la vie, entre guillemets, vous a humilié après. Humilié dans le sens, humiliation, c'est pas forcément une humiliation publique, humilier, ça veut juste dire rendre quelqu'un plus humble. Donc, dans le sens, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai manqué d'humilité dans ma vie sentimentale, dans ma vie pro, et où la vie m'a rappelé à l'ordre en fait. Je trouve, en tout cas moi, vraiment je l'ai vécu. Donc je sais pas vous, moi de mon côté c'est sûr que je suis passé par là, et je sais que lorsque je ne respecte pas cette condition, ce mot, l'humilité, la vie va me faire devenir plus humble. C'est pour ça que je vous dis que ça concerne tout le monde, et je le remarque plein de fois. C'est pas toujours immédiat, mais n'importe quelle personne qui manque d'humilité va se faire humilier quelques semaines, mois ou années après. Parce que juste ça peut pas marcher. Lorsqu'on manque d'humilité et que on est dans cet état où on se pense meilleur que les autres, on se pense meilleur que tout le monde, à un moment quelqu'un va travailler plus que nous et nous rappeler à l'ordre en fait. Ou ça c'est dans la vie pro par exemple. Quelqu'un va arriver et on va se dire mais en fait on va commencer à douter. On va se dire mais en fait il est meilleur que moi. Et même une personne qui manque d'humilité saura reconnaître que quelqu'un fait un meilleur travail à un moment. Même si elle le dit pas publiquement, elle le saura au fond. Et moi, je le vois dans le MMA, dans les sports de combat. Il y a plein de combattants qui se disent être les meilleurs parce qu'ils ont besoin de se croire aussi meilleurs, mais il y a toujours quelqu'un qui bosse plus fort qu'eux. Et
C'est la fameuse phrase de Khabib le champion, l'ancien champion des poids légers, qui avait dit que même quand tu es champion, tu dois toujours travailler encore plus fort parce que d'autres personnes travaillent pour te battre. Et ça, c'est une définition de l'humilité. C'est je suis champion, mais je continue de travailler parce que je sais que même si je suis champion, c'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut que je fasse l'erreur de penser que je suis le meilleur et que je suis meilleur que tout le monde. Parce que lorsque je suis champion, tout le monde veut ma place. Donc je dois travailler même plus fort que ceux qui sont même pas champions. Ça, c'est vraiment une définition de l'humilité. C'est je suis au top de ma carrière, mais je vais quand même continuer de travailler parce que je sais que maintenant les gens veulent ma place. Et ça, pour moi, c'est la définition même de l'humilité. C'est pas parce que j'ai une couronne, c'est pas parce que j'ai une médaille, que je suis premier dans un domaine, que je suis le meilleur. Je dois toujours rester humble pour rester aussi vigilant. Et je pense que ça fait partie de l'humilité aussi, de se dire je vais rester vigilant, je vais rester tranquille. Je peux être considéré comme le meilleur, mais ça ne m'empêche pas de continuer de travailler et de ne pas penser que je suis meilleur que tout le monde et que je vais le rester toute ma vie. Ça, pour moi, c'est extrêmement important et je l'ai compris maintenant, même si parfois je peux faire des petites blagues. Je sais que le, le réel Instagram que j'ai fait il y a quelques jours sur l'ASMR qui n'a pas trop plu parce que je prenais une position un petit peu différente de d'habitude où c'est mon petit côté un petit peu gamin où j'aime bien titiller un petit peu les gens. Je sais que je n'apparais pas comme humble sur la vidéo parce que j'ai l'impression d'avoir un avis très tranché sur la question. En réalité, souvent c'est du second degré lorsque c'est le cas. J'ai rarement un avis très tranché sur quelque chose. J'ai beaucoup de second degré, mais croyez bien, enfin soyez-en sûrs que derrière moi je suis humble parce que justement je me fais humilier régulièrement par mon travail, par le fait que je fais pas ce que j'ai dit, j'arrive pas à faire tout ce que je voulais faire, par le fait que à la salle de sport je vois qu'il y a encore mieux, je peux faire mieux, je me suis pas poussé à 100%. En fait je trouve plein de raisons quotidiennement de m'humilier un petit peu, d'être mais je pense que les gens, quand ils pensent à l'humiliation, ils pensent toujours à l'humiliation publique ou au harcèlement, etc. Mais je pense que c'est bien de se faire humilier au quotidien par soi-même en fait, par nos actions. Parce qu'en fait, chaque jour, quand tu entreprends, tu te rends compte que tu fais des erreurs, tu te rends compte qu'il y a des moments où tu te rends compte que tu es limité dans tes possibilités. Et ça, je trouve que c'est des petites humiliations qui te permettent de rester humble, justement. Donc moi, je suis pas contre. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette prise de conscience que je suis pas le meilleur et que j'ai toujours des choses à apprendre, que j'arrive à rester humble et ensuite éviter de me faire piéger. Parce que vous l'avez tous déjà connu, il y a toujours cette fille à laquelle on peut penser qui, en examen, disait «Ah, je sais pas si je suis préparé, etc. pour cet examen», et qui ressortait avec un 18. Parce qu'en fait, elle était restée assez humble, et elle se disait quand même que même si elle avait beaucoup révisé, elle pouvait tomber sur un sujet piège, ou que ça pouvait mal se passer quand même, ou qu'elle doutait même de ses capacités. Mais comme elle est restée humble, et qu'elle avait quand même beaucoup travaillé, bah, elle avait quand même des bons résultats. Et ces fameuses filles qui nous énervaient parce qu'elles disaient oh, j'espère que j'aurai la moyenne, et en fait elles avaient 18. Mais en soi, elles avaient les deux critères fondamentaux, humilité plus travail, donc bon résultat. Et c'est mieux que ce qui a pu m'arriver par exemple au lycée, un mec comme moi qui se dit ah, j'ai tout déchiré cet examen et qui se retrouve à avoir 11. Ça c'est manque d'humilité, X, enfin plus manque de préparation. Et ben voilà, ça fait des déceptions. Bref, disons que je suis plus humble maintenant, même si ça m'empêche pas d'avoir des petites touches d'humour parfois qui peuvent me faire paraître pour quelqu'un qui n'est pas humble, mais croyez-moi, au fond, je pense être humble. Et justement, c'est un mot important pour moi et maintenant vous le savez. Donc, c'est simple, si vous n'êtes pas humble, la vie va vous humilier. Et plus vous serez âgé, plus vous aurez des raisons d'être humilié, et plus vous aurez de domaines dans lesquels vous serez humilié. Les relations sont un bon exemple. Lorsqu'on prend trop la confiance, ça se passe mal ensuite. La vie professionnelle est un excellent exemple aussi. Et la vie personnelle, ça arrive quand même de se faire un petit peu humilier sur le plan personnel. C'est plus difficile, c'est moins visible, parce que ça nous concerne nous et nous. C'est pas comme une relation où il y a une autre personne, et c'est pas comme la vie pro où il y a des milliers d'autres personnes avec qui on est en concurrence théoriquement. Mais je pense que globalement, une personne qui arrive à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans aura forcément été humiliée à un moment dans sa vie et donc sera devenue plus humble. Et c'est pour ça que tu vois rarement des personnes de 55 ans, 60 ans qui sont hyper immatures et qui manquent de maturité, en tout cas qui n'ont pas pris conscience de l'importance de rester humble, parce que ces personnes ont vécu des événements. Je pense que ça fait partie du cycle de la vie, de devenir de plus en plus humble. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et j'aime à penser que c'est le cas. Donc, le premier mot, c'était donc
humilité. C'est un mot extrêmement important et je pense que beaucoup de personnes ont intérêt à en prendre conscience le plus vite possible, mais dans tous les cas, le cycle de la vie va faire que ces personnes vont devenir plus humbles et vous diront peut-être ce que je vous dis aujourd'hui à un moment de leur vie, juste après avoir eu une déception ou une remise en question ou un moment de réalité, un moment où la vie te... il y a- J'ai pas envie de trop parler parce que je sais qu'après je pars dans des explications, etc. et que c'est pas trop structuré, mais pour moi c'est ça la définition même d'un échec, c'est lorsque tu prends conscience du décalage qu'il y avait entre tes attentes et la réalité. C'est-à-dire que si on prend l'exemple très simple des relations, où par exemple on se disait ah je suis sûr que cette fille elle m'adore, je suis sûr que ça va bien se passer avec cette fille, et qu'on lui demande d'aller boire un verre ou qu'on lui demande de sortir avec elle, et qu'on se fait friendzone par exemple, pourquoi ça fait mal? Parce il y avait un décalage entre nos attentes et la réalité. Et donc c'est ce décalage-là qui crée la déception, mais c'est ce décalage-là qui permet ensuite de revenir à la réalité. Donc d'arriver à un stade où on est confronté à la réalité et où on devient naturellement plus humble. Parce que c'est de là que naît l'humilité, c'est cette douleur entre nos attentes et la réalité. Et je pense que plus on est humble et plus on sera connecté à la réalité, donc moins on sera touché par les événements de la vie. C'est aussi pour ça que toutes les valeurs un petit peu stoïques réfèrent parfois à l'humilité. Et c'est pour ça que ça va bien ensemble, en fait. La pensée stoïque et la pensée enfin le concept d'humilité. Ok, ça c'était pour le premier mot, c'était pour humilité. C'est un mot qui est extrêmement important pour moi. Le second, le deuxième, c'est la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est génial parce que c'est contagieux. C'est-à-dire que c'est comme le pessimisme, plus tu tends à être reconnaissant, en gratitude, plus tu vas en ressentir. Et c'est la même chose pour le pessimisme. En fait, c'est comme beaucoup d'émotions, positives ou négatives, elles se multiplient lorsque on leur donne de l'intérêt. Donc si tu commences à écouter des choses pessimistes, si tu commences à écouter des gens pessimistes, tu vas trouver des raisons d'être plus pessimiste. De la même façon que si tu es plus reconnaissant, si tu cherches à être plus reconnaissant, tu vas trouver des raisons de plus en plus d'être reconnaissant. C'est le fameux exemple de la voiture jaune que je donne parfois dans mes contenus. Si aujourd'hui je te dis regarde des voitures jaunes, demain tu vas en voir plus. Si toute la journée tu te dis voiture jaune, voiture jaune, voiture jaune, tu en verras plus sur la route. Tu en verras plus lorsque tu seras dans le bus, lorsque tu seras dans la voiture, tu verras plus de voitures jaunes que la personne qui ne cherche pas à en voir, en fait. Alors qu'en fait, la réalité, elle est la même. Il y a autant de voitures jaunes que tu cherches à voir des voitures jaunes ou pas, mais le fait de savoir que tu en cherches, le fait d'être intentionnel avec le fait de chercher des voitures jaunes, va te permettre d'en voir plus. C'est tout. C'est la même réalité, mais un comportement différent. C'est une intention différente. Ça, c'est le pouvoir de l'intention. Et donc, pour moi, la gratitude, donc le fait d'être reconnaissant des choses, c'est extrêmement lié au bonheur. Je parlais de l'humilité juste avant parce que pour moi, c'est lié à notre travail, mais c'est aussi lié à notre bien-être personnel parce que ça nous évite justement ce déséquilibre entre nos attentes et la réalité qui peut causer beaucoup de souffrance pour une personne. La gratitude, c'est vraiment quasiment 100% bien-être. C'est quasiment 100% se sentir bien au fond. Même si le fait de se sentir bien au fond, ça peut aider à mieux travailler ensuite. Donc ça peut être lié à la vie pro. Mais pour moi, la gratitude, le fait d'être reconnaissant, c'est une des choses les plus difficiles au monde parce que c'est très difficile d'être content de quelque chose alors qu'on désire plein d'autres choses. C'est toujours le même exemple de... une citation de Naval que j'adore, Naval Ravikant, qui disait qu'une personne qui est en bonne santé, elle a 10 000 choix, elle a 10 000 envies, elle a envie de faire 10 000 choses dans sa vie, alors qu'une personne qui est malade n'a qu'un seul souhait, celui de ne plus être malade. Et moi, par exemple, si par exemple, là, je sais pas, imaginons qu'après avoir vu cette vidéo, tu te tapes le pied sur la table, tu vas faire «Ah, j'ai trop mal au pied», mais tu prends pas conscience que tu as pas mal à tous les autres endroits du corps. Parce qu'en fait, c'est toujours l'histoire de cette fameuse tache noire sur une feuille blanche. On se concentre toujours sur le négatif, sur la chose qui nous embête, sur la chose qui nous angoisse. Mais en se concentrant sur ça, on oublie qu'il y a 10 000 autres choses qui nous angoissent pas. Même si tu as une maladie, ça veut dire que tu en as pas 10 000 autres. En fait, lorsque tu as mal aux dents, ça veut dire que si vraiment tu as mal aux dents et que tu penses que à ton mal de dents, ça veut aussi dire que tu n'as pas, t'en as évité d'autres, des maladies. Tu as évité de te faire des croisés, tu as évité je sais pas, d'avoir une tumeur, d'avoir un cancer. Et je veux pas donner, enfin, c'est très simple pour moi de dire ça posé sur mon bureau alors que je suis globalement en bonne santé dans ma vie en ce moment. Mais je pense que, encore une fois, sans faire sans vouloir me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, enfin, faire des. Ça paraîtrait. Comment dire? euh,
moralisateur, mais c'est plutôt un conseil. C'est fais attention lorsque tu remarques du négatif dans ta vie à ne pas trop te concentrer dessus parce que le négatif attire le négatif. Et c'est encore une fois cette histoire que à peu près toutes tes pensées positives comme négatives sont contagieuses. Et donc, fais attention à ne pas être trop auprès de personnes qui passent leur vie à parler de négatif, mais toi surtout, ne t'autorise pas à avoir trop de pensées négatives, à trop te concentrer sur le négatif. Euh, Tout à l'heure, j'ai eu un exemple de ça. Lorsque je suis allé faire les courses, j'avais une personne derrière moi qui sentait énormément l'alcool et qui sentait, vous savez, ça paraît pas politiquement correct de le dire, mais qui sentait le SDF. Je sais pas si vous avez, enfin, je pense que vous avez vous avez déjà senti cette odeur lorsqu'il y avait une personne qui avait pas de un SDF ou une personne qui vous sentez ne s'est pas douché depuis longtemps. Enfin, c'est une odeur je trouve que c'est une odeur qu'on sent sur le manteau qui est très forte, qui est un mélange peut-être de cigarettes, d'alcool, etc. C'est pas un jugement, hein, c'est juste, je pense que tout le monde a déjà déjà senti cette odeur. Donc, je suis à la caisse et je sens cette odeur. Et donc, en me retournant, je m'attends à voir une personne avec le physique d'un SDF qu'on peut imaginer lorsqu'on a une personne, lorsqu'on a déjà vu des SDF devant un magasin, par exemple. Et en fait, en me retournant, je me dis que je suis étonné parce que cette personne, elle ressemble à une personne qui n'est pas SDF. Enfin, on dirait, j'aurais pas pensé que avec cette odeur, c'était une personne qui pouvait ressembler, par exemple, qui avait l'âge de mon père et qui était habillée normalement. C'est juste qu'apparemment, son manteau vraiment sentait pas bon et sentait l'alcool très fort, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. C'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être une personne, parce que l'odeur m'a attiré, bref. Euh, et en fait, en voyant cette personne, j'ai pas eu de pensée négative de oh ça sent pas bon, etc. C'est pas ça qui m'est venu à l'esprit. C'était oh, cette personne, elle a l'âge d'être mon père et c'est pas normal qu'elle sente l'alcool à 16 heures, mais parce qu'il était 16 heures à ce moment-là. C'était pas un jugement, c'était juste de la compassion et au lieu de me dire ah putain il pue l'alcool le gars derrière moi, pourquoi il prend une bouteille vous savez, le modèle très développement personnel de oh, il prend pas ses responsabilités, il s'échappe, il, il prend pas. Comment dire euh, il pourrait plus. Faudrait qu'il fasse du sport à la place, etc. Enfin, je sais pas, hein, le cliché du développement personnel de. De toute façon, dans la vie, tu as toujours le choix, etc. Tu peux choisir de. Quand tu prends l'alcool, tu fais le choix de prendre de l'alcool, etc. J'étais pas du tout là-dedans, j'étais dans oh, comment ça se fait que un monsieur qui a l'air bien dans sa vie sente autant l'alcool à 16 heures et juste qu'est-ce qui l'a amené à arriver à là en fait sans vouloir refaire je suis pas parti dans une discussion avec lui, je me suis pas demandé enfin, je me suis pas trop introspecté par rapport à ça, mais juste j'avais un sentiment de compassion et en fait ça c'est des bons sentiments à avoir, je pense en général lorsque tu es dans la même si l'empathie, ça peut te causer aussi des problèmes parce que déjà que c'est difficile parfois de gérer ses propres pensées. Si tu as beaucoup d'empathie et que tu cherches à prendre une part du malheur des autres, c'est ça le pouvoir et le malheur des personnes empathiques, euh, ça peut être difficile après de gérer à la fois ta vie et tes émotions, plus la partie des émotions des autres que tu vas récupérer par ton empathie. Bref, je pense que vous comprenez qu'en soi, c'est une scène qui s'est passée en 3 secondes. Ça s'est pas passé en. J'y ai pas pensé 5 minutes. Ça s'est passé en 3 secondes. Mais c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est oh, le pauvre monsieur. J'aimerais bien l'aider. Si je pouvais, j'aimerais l'aider. Mais là, si je commence à lui parler comme ça à la caisse et que je lui demande si ça va dans sa vie devant tout le monde, c'est pas ça qui va l'aider. Juste, j'espère que ça va aller pour lui. Et si ça se trouve, je me suis fait des films. Si ça se trouve, il allait très bien. Mais ainsi, enfin, c'était factuel, il sentait énormément de l'alcool à 16 heures, et je pense pas que ce soit normal pour une personne de son âge, enfin je pense pas que ce soit signe d'une personne en bonne santé. Mais du coup j'ai eu un sentiment de compassion en fait. Donc c'est un petit peu différent de la gratitude par rapport à ce que je disais avant sur la gratitude, mais disons qu'il y a il y a des bons sentiments que tu as envie de ressentir plus souvent. Et si tu arrives à te concentrer sur ces sentiments-là, ça va s'accumuler ensuite et tu vas ressentir plus de bons sentiments. Et euh, il y avait cette phrase que j'aimais bien qui disait que, je crois que c'était James Clear cette fois-ci, que la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. On pourrait dire un petit peu la même chose pour les émotions. La qualité de tes émotions détermine ta vie, détermine ton expérience de vie. Une personne qui... tu fais vivre une même situation à deux personnes différentes, mais une qui est en état de gratitude et une qui est en état de déprime, les deux ne vont pas du tout vivre la chose de la même façon. Donc c'est aussi lié à ta qualité de vie, les émotions que tu ressens. Et
il y a une partie que tu contrôles pas dedans, parce que même quand tu es heureux, tu as parfois des événements de la vie qui vont te faire te sentir mal. Parfois même, tu n'as rien demandé et tu ressens des émotions négatives. Mais il y a quand même une partie de contrôle que tu as là-dedans. Par exemple, si tu te concentres justement sur la gratitude, de bonnes choses vont t'arriver, parce que tu vas voir le positif, tu vas ressentir des émotions positives. Et si on reprend cette idée de fréquence vibratoire, ça permettrait de démontrer, si on croit à cette théorie de la loi des vibrations, que la gratitude étant l'émotion qui te fait vibrer à la plus haute fréquence, tu vas attirer des choses positives. Tu vas attirer des choses même très positives. Et je pense que c'est pas un hasard si on conseille à énormément de personnes de se concentrer sur le positif, et on se rend pas compte à quel point encore une fois, cette idée d'avoir de l'intention dans ce que l'on fait et de diriger ses pensées vers des choses qui vont nous permettre de le sentir reconnaissant. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire ça au quotidien. Lorsque j'ai un truc qui se passe mal, j'essaie de me rappeler des choses qui vont bien. Hier, je suis allé voir du coup un ami ostéopathe, mon ami d'enfance qui est devenu ostéopathe maintenant. Première fois que j'allais le voir dans son cabinet. Sur la route, j'ai ressenti un petit peu de tristesse, limite un petit peu de nostalgie, parce que j'ai une musique qui est passée à la radio qui était très nostalgique. Plus, je me disais, mais attends, c'est fou là, je viens d'avoir 25 ans, je vais voir mon pote qui est ostéopathe, qui lui aussi a 25 ans. J'ai l'impression que hier on jouait encore à Minecraft sur l'ordinateur en troisième, parce que c'était mon pote de gaming avec qui on jouait à Minecraft toute la journée lorsqu'on était au collège. J'étais là, waouh, c'est passé vite là quand même, c'est passé très vite. Et donc en fait j'étais au début un peu nostalgique, et après j'ai eu un sentiment de gratitude où je me suis dit, c'est fou quand même que des gens soient encore en vie, parce que il y a eu des moments où moi j'ai traversé un petit peu vite la route, je me rappelle d'une fois où j'ai failli mourir à 9 ans, où j'ai juste traversé trop vite un passage piéton sans regarder, j'aurais pu mourir ce jour-là. Et même sans parler de la mort, euh, c'est quand même cool. Je vais voir mon pote ostéopathe, qui fait un métier qu'il aime bien, il arrive à bien vivre de son activité, et moi je vais le voir à 9h30 parce que je suis youtubeur, et donc je peux me permettre d'aller le voir comme ça un lundi matin, parce que je décide un petit peu de comment je gère mon temps. Il y a des avantages et des inconvénients avec chaque métier, mais là, en l'occurrence, c'était un avantage. Je peux aller voir mon pote. C'est un lundi matin, je suis content. Je vais voir un gars qui aime vivre, qui vit de sa passion. Moi, je vis de ma passion. On est quand même des gens chanceux. Et boum, je passe de nostalgie à gratitude. Donc, sentiment un petit peu triste, un petit peu tourné vers le passé, à un sentiment de gratitude tourné vers le présent. Actuellement, mon meilleur pote va bien et moi, je vais bien. C'est trop bien. C'est ça le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est un exemple de ressentir de la gratitude que j'ai ressenti à ce moment-là. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dites-vous que je suis très difficile. Enfin, c'est très difficile pour moi de ressentir de la gratitude parce que j'ai pas été entraîné à ça. Ça fait quelques années que je le fais, et c'est un entraînement, c'est une compétence, je dirais même. Donc voilà, si je peux vous donner cet exemple-là et que vous, à partir de maintenant, vous essayez d'être plus reconnaissante dans votre vie, je pense que vous serez plus heureux. Le troisième mot de cette liste, c'est la patience. Donc la patience, j'en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne YouTube principale. C'était une qualité qui me manquait également avant. Et j'étais la définition même d'une personne impatiente, c'est-à-dire que je voulais pas qu'il y ait de décalage entre le moment où je veux un truc et le moment où je l'ai. Ce qui me rendait évidemment très malheureux, parce que dès que je n'avais pas la possibilité d'avoir un truc immédiatement, bah, j'étais un petit peu triste. Comme tout enfant par exemple qui veut un cadeau et qui se dit waouh, attendre 10 jours Noël ou attendre 25 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois Noël, c'est hyper long, c'est trop nul, c'est trop triste, la vie elle est trop nulle. C'était un petit peu ça ma réalité lorsque j'étais enfant, c'était si je peux pas avoir la chose que je veux maintenant, bah je suis triste, parce que j'ai pas de contrôle en fait, je peux pas faire autre chose. Et quand t'es enfant, globalement les moments les plus kiffants de ta vie, c'est quand tu as des cadeaux, globalement. Donc c'est vrai que quand j'étais enfant, ma réalité quand même tournait beaucoup autour de est-ce que je vais pouvoir jouer avec mes potes et est-ce que je vais pouvoir avoir un cadeau. Donc si je pouvais pas avoir les deux lorsque je le voulais, bah j'étais un petit peu triste. Comme tout enfant, je pense. Donc c'était quelque chose c'était ma réalité lorsque j'étais enfant. Mais ce qui est génial avec le fait d'être adulte, c'est que tu comprends que, comme je dirais que quand tu es adulte, tu vis les choses avec plus d'intensité, dans le sens, c'est un petit peu comme quand t'es. Je dirais que quand t'es. Vous savez, lorsque vous faites du bricolage et que vous faites de la peinture par exemple, il y a plein de gammes de couleurs différentes. Vous avez déjà vu ces genres de flyers avec toutes les gammes de couleurs différentes qui ont des noms hyper compliqués, mais qui ont plein de nuances différentes. J'ai l'impression que quand t'es jeune, quand t'es petit, tu connais le rouge, noir, jaune, etc. Tu connais les couleurs primaires. Et en fait, quand t'es adulte, tu vois les choses avec plus de nuances, tu vois les choses avec plus d'intensité aussi, je dirais. Euh, et donc en fait, tu es capable aussi de comprendre que même si tu ne peux pas avoir la chose que tu veux aujourd'hui, tu peux quand même
avoir de bonnes choses aujourd'hui. Même si tu peux pas avoir le cadeau que tu veux aujourd'hui, par exemple, tu peux quand même faire des choses qui vont te faire te sentir bien. En tout cas, moi, j'ai pris conscience de ça en étant adulte, et ça me permet d'être beaucoup plus patient. Parce que moi, par exemple, bah, j'adorais avoir, et encore, peut-être pas, mais j'adorais avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Mais j'ai compris aussi que toutes les choses que tu vas avoir vont ensuite mener à des répercussions dans ta vie. C'est-à-dire que si tu veux un truc, fais attention. Est-ce que tu es sûr que tu es capable de le maintenir après? Est-ce que tu es sûr que tu es capable de mériter cette chose? Parce que vient le poids aussi lorsque tu obtiens quelque chose, par exemple un titre, champion de telle région, champion de ci, de ça, meilleur ouvrier de ça, euh, meilleur avocat de ça. Quand tu es le numéro un entre guillemets, quand tu es dans le top de ton domaine, de ton industrie, on en a parlé un petit peu plus tôt, des gens vont venir prendre ta place, vont essayer de prendre ta place parce qu'il y a quand même beaucoup de compétition autour de nous, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est une pression. Donc, en dehors de l'aspect compétitif des choses, etc., tu sais aussi que lorsque tu obtiens quelque chose, et ça, t'en prends pas conscience quand tu es enfant, quand tu obtiens quelque chose, tu as peur ensuite, parfois, de perdre cette chose, Une relation, je pense que vous avez peut-être déjà vécu ça dans votre vie. Lorsque vous commencez une relation, il y a deux sentiments qui sont un petit peu contraires. Il y a le sentiment de c'est incroyable d'être en relation avec une personne, ça veut dire que cette personne, je lui plais et qu'elle me plaît, c'est trop bien cette dynamique. Et parfois, tu te dis aussi, ah mais cette personne, maintenant, j'ai peur de la perdre. Alors qu'il y a quelques années, je sais même pas qu'elle existait. Alors que maintenant, si je la perds aujourd'hui, ça me ferait mal. Donc en fait, tu prends conscience que avoir quelque chose, ça veut aussi dire avoir peur de perdre cette chose ou avoir peur de ne pas bien gérer les choses ou de faire des erreurs, etc. Donc, que ce soit une possession matérielle ou une relation ou même un animal, je sais pas, un animal, tu es content de l'avoir au début et puis après, c'est pareil, tu te dis, ça me ferait mal là quand même si mon animal il mourait aujourd'hui, alors qu'avant, tu n'étais pas attaché avec cet animal parce que tu le connaissais pas, il n'était pas rentré dans ta vie, donc il y a pas de lien. Mais en fait, tout ce que tu veux dans la vie, tu finis par avoir des liens avec cette chose-là. Donc fais attention à ce que tu désires. Est-ce que tu es vraiment capable de, si tu as cette chose, de maintenir cette chose, de l'assumer ensuite? C'est plein de questions en fait à te poser. Donc fais attention avec tes désirs, surtout lorsque tu es adulte. Et tu peux le comprendre, surtout lorsque tu es adulte d'ailleurs. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a permis d'être plus patient. Parce que j'ai réalisé qu'en réalité, la plupart du temps, je pouvais revoir mes désirs à la baisse. Dans le sens, est-ce que c'est réaliste d'avoir ces désirs-là? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait me rendre malheureux aussi, d'avoir autant de désirs? C'est encore une fois Naval Ravikant qui disait que euh, en quelque sorte, plus tu auras de désirs, plus tu seras malheureux, parce que chaque désir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à combler, et donc plus de raisons d'être triste, en gros. Donc fais attention à tes désirs, mais de manière générale, j'ai compris que, globalement, si je n'avais pas des choses aujourd'hui, c'est que la vie me considérait que j'étais pas capable d'encaisser cette chose-là, d'avoir cette chose-là, que je méritais pas d'avoir cette chose. Et quand j'ai commencé à penser comme ça, si je n'ai pas cette chose, c'est que je ne mérite pas cette chose, bah en fait j'étais beaucoup moins impatient, parce que je me disais, le jour où j'aurai cette chose, ça veut dire que je mérite cette chose et ça veut dire que je suis capable aussi de la maintenir. Je sais que maintenant, une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, je peux la maintenir. Je sais comment faire des vidéos. Je sais comment faire des vidéos qui peuvent être vues par beaucoup de personnes. Alors que une personne qui débute YouTube, c'est pour ça que tous les YouTubeurs, vous savez, parfois dans les vidéos YouTube, il y a, on donne de la force à un petit YouTuber, on lui dit allez, mettez-lui 10 000 abonnés sur sa chaîne, etc. Vous remarquerez que ces YouTubeurs, ils durent très rarement dans le temps parce qu'en fait, on leur a donné une responsabilité, donc 10 000, 20 000, 50 000 abonnés, alors qu'ils n'avaient pas encore les compétences d'avoir cette chose, d'avoir ce résultat, en fait. Et c'est toujours comme ça dans la vie, lorsque tu donnes trop vite quelque chose à une personne, ça finit souvent mal. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis beaucoup plus zen par rapport à ça. Je me dis, si je n'ai pas quelque chose, c'est que je ne mérite pas cette chose, ou que ça fait pas assez longtemps que je fais les bonnes choses, donc juste, je continue, et lorsque j'aurai cette chose, c'est que je la mériterai. Et depuis que je pense comme ça va beaucoup mieux. En fait, je me sens beaucoup plus patient. Et c'est le déclic que j'ai eu en quelque sorte de... euh, si je voulais avoir cette chose, si je pouvais avoir cette chose que je veux aujourd'hui, ça me rendrait pas si heureux que ça. Parce que j'ai déjà vécu des moments où, je vous en ai déjà parlé, j'avais la chose que je désirais depuis tant d'années et j'ai réalisé que ça me rendait pas si heureux que ça. En fait, c'est pour ça qu'on dit toujours, ce qui compte c'est le processus. En fait, ce qui compte c'est de se rapprocher d'une chose que l'on veut. Mais si tu pouvais avoir la capacité d'avoir un désir
de claquer des doigts et d'avoir cette chose, tu serais très malheureux. Ça, c'est l'effet enfant de milliardaire ou c'est l'effet Minecraft. Lorsque tu joues en mode créatif, en gros, Minecraft, quand tu joues en mode créatif, tu as toutes les ressources illimitées. Donc au début, tu es trop content, tu es là, oh, je peux construire une maison avec des blocs de diamants, je peux faire la maison que je veux, etc. Et après, tu te rends compte que ça te déprime, parce qu'en fait, tu as tout. Donc t'as pas mérité d'avoir une belle maison. Alors que quand tu joues à Minecraft, qui est un jeu du coup de survie, slash un jeu de décoration aussi un petit peu, et que tu vas chercher toi-même tes ressources avec ta petite hache, que tu vas chercher le bois, etc., et que tu te fais une petite maison en bois avec tes compétences, et pas parce que tu as des ressources en illimité, bah t'es beaucoup plus heureux dans ta maison. Ça, c'est vraiment l'enseignement de Minecraft que j'ai reçu lorsque j'étais au collège, que si je pouvais avoir tout ce que je veux aujourd'hui, je serais malheureux. Au début, ça m'amuserait, et très rapidement, après, ça me déprimerait. Donc c'est pour ça que je suis devenu plus patient, en fait. C'est un petit peu l'école de la vie, et c'est un petit peu l'école de Minecraft en même temps. Donc voici comment je suis devenu plus patient, et voici globalement comment je suis devenu plus humble, plus reconnaissant, en tout cas comment j'essaie de l'être de plus en plus, et enfin plus patient. Donc voici un petit peu ma vision des 3 mots qui sont importants pour moi. J'espère que ça pourra résonner en vous, que ça vous donnera quelques exemples, et que surtout, ça pourra changer un petit peu vos intentions dans les prochains jours, d'essayer de diriger vos intentions vers plus de reconnaissance, plus d'humilité et plus de patience, parce que je pense que si vous maîtrisez ces 3 mots et ces 3 compétences en même temps, je suis sûr que vous serez à la fois plus productif et à la fois plus heureux dans votre vie. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. J'espère que ça vous aura plu d'avoir cette peut-être nouvelle vision des choses sur ces 3 mots et que ça vous aidera dans votre vie. Moi, je vais aller à la salle. Il est bientôt 20h, donc il est temps d'y aller. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.